bien, en vous levant le matin, rappelez-vous combien de fois il est précieux de voir le lever du jour et surtout d'être heureux. Et nous avons pour objectif de vous accompagner dans ce bonheur matinal. Bonjour à tous, bienvenue. Mercredi égale famille. Bonjour Alix. Bonjour Thierry, bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors Jean du matin, nous sommes donc encore réunis pour un autre matin à partager ensemble avec notre programme concocté depuis belle lurette, oui, parce qu'il y a une bonne ambiance éditoriale qui se met toujours à la tâche pour vous sortir en tout cas des sujets très intéressants. Aujourd'hui on en aura encore dans plusieurs escales de notre conducteur, du coaching, de la famille avec Dr Joe Frédéric Zabi qui aujourd'hui s'attellera à faire plaisir à la société en général en se focalisant sur les femmes en société, plus précisément les femmes enceintes. Et oui, nous allons évoquer dans le coaching aussi la confiance en soi, un atout pour progresser dans la vie. Sans oublier que dans cette émission, comme à l'accoutumée, vous avez des infos, vous avez le sport et un reportage. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler d'un sujet très important, la chirurgie réparatrice, l'espoir des femmes excisées. Quand on sait aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, il y a 36,7% de femmes victimes, bien sûr, de ces mutilations génitales féminines. Donc, on en parlera dans cette émission pour éclairer votre lanterne. Aussi, à côté de ces informations très précieuses à but de sensibilisation, on aura notre rubrique WhatsApp, sans oublier la rubrique influente du jour, avec une dame emblématique qui passe les générations et qui réussit toujours à impacter encore et encore. Madame Were Liking, pour ne pas la citer. Alors, on aura bien sûr le code Diabaté, et c'est tout petit aujourd'hui dans un jeu très nostalgique qui vous donnera sûrement de beaux souvenirs. Bien sûr, et qui va aussi vous ramener dans votre enfance. Alors, c'est vrai que tard dans la nuit, il y a eu cette pluie et ce vent, mais ce matin, nous allons quand même savoir quelle est la couleur du temps et juste après les infos. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Le début de matinée sera sous un temps nuageux, accompagné de faibles pluies par endroits dans les régions du nord, du centre et de l'ouest du pays pour ensuite faire place à un temps partiellement nuageux. Les régions du sud forestier et du littoral seront sous un temps partiellement nuageux avec des intrusions de soleil. Au cours de la matinée, les températures afficheront 23 degrés à Bangourou, 24 à Abidjan et à Adiaké, 23 degrés à Bondoukou, 22 degrés à Boaké, 24 à Bouna et Bundiali, 23 à Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 24 pour Guiglo et Korogo, 23 degrés à Mans, 24 degrés pour Odiéné, San Pedro, Sassandra, Soubré, Tabou, Tiassali, 22 degrés à Touba et enfin 23 à Yemsokro. Une alternance entre nuages et soleil sera observée en fin de matinée et en début d'après-midi sur l'ensemble du pays. On aura en cours d'après-midi des formations de cellules orageuses accompagnées d'averses de pluie dans les régions du centre, de l'ouest et du sud forestier. Le littoral sera sous un ciel partiellement nuageux avec de faibles risques de pluie localisés. Au cours de l'après-midi, les températures afficheront 34 degrés à Bangourou, 31 à Abidjan et à Adiaké, 36 degrés à Bondoukou, la ville de Boaké affichera 33 degrés, 36 à Bouna, 35 degrés à Bundiali, 33 à Daloa, 35 à Dimbokro, 34 degrés pour Gagnoa et Guiglo, la ville de Korogo affichera 37 degrés, on notera 34 à Mans, 37 à Odiéné, 32 degrés pour San Pedro, Sassandra, Soubré, la ville de Tabou affichera 32 degrés également, 33 à Tiassali, 35 à Touba et enfin 34 degrés à Yemsokro. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin météo. Merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à vous sur la RTI.
Bonjour à tous. Dans l'actualité nationale, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec son homologue nigérien, Mamadou Issoufou, qui effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Le président de la République du Niger, qui passera le flambeau à son successeur, Mohamed Bazoum, le 2 avril prochain, est venu faire ses adieux au chef de l'État et a profité de l'occasion pour lui renouveler ses condoléances les plus attristées suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je vous invite à écouter les chefs d'État. Chers frères, il fallait que je vienne te voir en tant que président de la République du Niger pour te dire au revoir, parce que le 2 avril prochain, je vais passer le témoin à un nouveau président démocratiquement élu par le peuple nigérien. Et j'ai voulu aussi saisir cette occasion pour te renouveler toutes mes condoléances suite à la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Toutes mes condoléances et à travers moi, c'est l'ensemble du peuple nigérien qui pleure le Premier ministre Ahmed Bakayoko. J'ai voulu aussi faire cette visite pour échanger et me réjouir de la qualité des rapports que nous avons eus au plan personnel et de la qualité du travail que nous avons abattu ensemble pendant toutes ces années, ce qui a permis d'ailleurs de renforcer les relations bilatérales entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Et ce que nous avons fait ensemble a permis d'enregistrer également des progrès au plan de l'intégration, aussi bien au niveau régional, au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO et à l'échelle du continent. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces paroles très aimables et votre mot de condoléances. Vous connaissiez bien Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly. Donc, ce sont deux personnalités de grande qualité qui nous ont quittés ces derniers mois. Et j'ai apprécié à chaque fois la représentation du Niger par votre Premier ministre, qui a toujours été à nos côtés. Donc, grand merci pour cette marque de solidarité. Et je tiens aussi à vous féliciter pour votre décision. Et ce qui importe pour nos pays, c'est la paix. Et nous sommes très attristés de voir toutes ces attaques. Récemment à Tillabéri, à Tawa, avec plus de 100 morts en une semaine. Et évidemment, je vais vous dire que nous sommes totalement engagés à vos côtés. Et nous ferons tout ce qu'il faut, et tout ce que nous serons demandés à faire, parce que c'est un combat commun. Et nos espaces sont les mêmes, nos peuples sont les mêmes. Et pour nous, soutenir nos frères du Sahel est quelque chose de tout à fait naturel. Autre volet de l'actualité, plus de 24 000 personnes ont reçu leur dose de vaccin AstraZeneca dont l'efficacité a été confirmée par l'Agence européenne de médicaments. 24 639 pour être précis. 61 centres de vaccination sont ouverts dans la ville d'Abidjan à ce jour, a précisé le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique lors d'une conférence de presse ce lundi. Le vaccin évite de faire la forme grave de la maladie. Aka Awele invite toujours au respect des mesures barrières. Voilà, c'est tout pour ce bref regard sur l'actualité. Nous reviendrons à 7 h pour développer l'actualité internationale. Merci infiniment Régis Kofi. Et pour vous emprunter vos mots, autre volet de se dérouler. Partons maintenant à la rencontre du coach Diabaté et ses bouts de chou. En tout cas, bravo au vert pour cette victoire. C'était la course de l'œuf dans la cuillère. Il nous ramène comme ça dans notre enfance. Et puis, on se souvient un peu de ce qu'on faisait en fin d'après-midi, on va dire 16 h, 17 h et tout, juste avant d'aller étudier. Allez, on poursuit cette émission donc avec l'actualité. Et il est avec nous aujourd'hui, Renaud, dans quelques instants.
Dorès, on démarre cette revue de presse avec le premier titre. Bonjour Renaud. Bonjour Alix, bonjour. Alors, l'expression révèle qu'un remaniement ministériel pourrait intervenir dans les prochains jours. Oui, selon le confrère, certains ministres participeront à leur dernier conseil des ministres aujourd'hui. En croire les explications du quotidien, les ministres élus récemment députés doivent siéger à l'Assemblée nationale le 1er avril sans leur qualité de ministre qui est incompatible avec la fonction parlementaire. C'est après avoir siégé au moins une fois qu'ils peuvent passer la charge à leur suppléant s'ils sont reconduits au gouvernement ou appelés à d'autres fonctions. Ainsi, toujours selon l'expression, avec le remaniement ministériel qui va intervenir entre le 1er et le 8 avril, il est peu sûr qu'on revoie certains visages au sein du gouvernement. Et après la présidentielle et les législatives, la Chambre haute du Parlement ne sera pas renouvelée. Oui, le Sénat ivoirien reste en place jusqu'en 2023. C'est la décision prise par les autorités. Et pour expliquer cette situation, le Matin indique que vu que l'institution a été mise en place en 2018 pour 5 ans, rien ne l'oblige à s'aligner sur le calendrier de renouvellement de l'Assemblée nationale. Et selon le confrère, le Sénat va aller au terme des 5 années que dure normalement une mandature avant d'être renouvelée. À ce sujet, les sénateurs sont convoqués le 11 avril prochain à Yamoussoukro. Et le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA a accordé une interview choc un nouveau réveil. Oui, dans cet entretien que le confrère qualifie d'interview vérité, Maurice Kakou Gikawe s'est livré sur plusieurs sujets touchant à la vie de la nation et à celle de sa formation politique. Ces sujets, ce sont notamment les préparatifs de la célébration des 75 ans d'existence du PDCI, le gouvernement d'ouverture ou encore l'alliance de l'opposition que son parti a passé avec le parti EDS. Interview à retrouver dans le nouveau réveil de ce mercredi 24 mars 2021. Allez, on change de sujet. Lutte contre le trafic de stupéfiants. Une importante quantité de drogue interceptée dans le golfe de Guinée. Oui, c'est 6 tonnes de cocaïne qui ont été saisies par la marine française hier dans les eaux continentales africaines. Cette importante cargaison en provenance du Brésil, qui avait pour destination la Côte d'Ivoire, est estimée à plus de 650 milliards de francs CFA. Et selon les autorités françaises qui ont coordonné l'interception de ce navire, c'est dans le cadre de l'opération Corem, dont l'objectif est de lutter contre l'insécurité maritime et les trafics illicites dans le golfe de Guinée et au large des côtes ouest africaines que cette saisie a été réalisée. Et autre chose, c'était hier dans la commune d'Anyama où des troubles ont été enregistrés. Oui, ce sont les élèves de plusieurs écoles de la cité de la Kola qui se sont affrontés ce mardi à coups de pierre, selon Soir Info qui rapporte l'information. Depuis le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, certains élèves d'Anyama refusent de reprendre les cours sous le prétexte qu'ils veulent lui rendre hommage. Et c'est ces élèves qui se sont mis à l'idée de rallier tous les autres à leur cause. Ainsi, ils font le tour des établissements de la ville pour déloger tous leurs congénères qui continuent de suivre les cours et en croire des élèves dont le confrère a recueilli les propos. Ceux qui orchestrent ces troubles le font parce qu'ils réclament des congés anticipés plus tôt. Vraiment, quelle initiative. Enfin, santé à présent, hausse des cas de contamination à la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Les autorités sanitaires soupçonnent une percée du variant anglais dans notre pays. Oui, c'est l'une des pistes évoquées pour expliquer le pic de contamination constaté ces dernières semaines en Côte d'Ivoire par le docteur Edith Kwasi au cours du point de presse sur la maladie qu'elle a animé hier. Selon la conseillère technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ce variant anglais est plus contagieux que la souche initiale du coronavirus. Ainsi, pour les fêtes de Pâques et de Ramadan qui se tiendront le mois prochain, elle recommande vivement l'observation des mesures barrières afin d'inverser la tendance actuelle de la pandémie qui est à la hausse en Côte d'Ivoire. Et on referme cette revue de presse avec du sport. Le championnat de première division ivoirienne se jouera à huis clos. Oui, la Ligue 1 ivoirienne reprend ce samedi 27 mars 2021 et elle se jouera sans public. L'information a été livrée récemment par le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football et selon sa présidente, cette décision émane de la Confédération africaine de football qui en a décidé ainsi en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, à en croire Mariam Dao Gabala, une dérogation sera faite pour une certaine catégorie de personnes qui pourra assister à ces rencontres. À noter que c'est la SEC Mimosa et Bouaké FC qui seront opposés pour la reprise de la Ligue 1 et ce sera ce samedi à Abidjan.
Merci beaucoup, Renaud. Excellente journée. Voilà, merci en tout cas d'être avec nous chaque matin aussi pour donner toutes ces informations à tous les téléspectateurs et les permettre de converger vers les kiosques à journaux pour acheter. On ne cessera jamais de le dire. Oui. Merci beaucoup. Alors, autre chose dans cette émission, après Renaud, nous allons parler d'une technique qui existe depuis bien longtemps, mais vulgarisée en 2004 par un urologue français du nom de Pierre Foldès. On parle maintenant de la chirurgie réparatrice, l'espoir des femmes, et c'est un reportage signé Bintouf Ido Pekele. Riviera Palmeraie, commune de Cocody, c'est ici que vit Clarisse Tewa, la quarantaine révolue. Victime de l'excision, dès sa tendre enfance, Clarisse nous raconte ce pont douloureux de sa vie. J'ai été excisée depuis l'âge de 8 ans. Ma grand-mère m'a réveillée un matin, elle m'a dit « Écoute, tu commences à grandir, je veux que tu sois une vraie femme demain dans ton foyer. » Et c'est comme ça qu'à 3 h du matin, elle m'a prise, on est parti dans la brousse, j'ai vu d'autres jeunes filles. J'ai dit « Grand-mère, qu'est-ce qu'on fait là ?» Elle dit « C'est là que tu vas redevenir une vraie femme. » Je ne savais pas, j'entendais des cris plus loin, mais je ne savais pas que c'était pour subir ça. Et quand j'ai compris, c'était trop tard, il y avait des femmes qui m'ont attrapée, des hommes. J'avais un seul vieillard, je crois, qui m'avait coincé les pieds. Et les vieilles femmes m'ont coincé, m'ont écarté. On essayait de fermer mes yeux, mais comme j'étais de nature très battante, je mordais les femmes. Et donc, quand la dame a attrapé mon clitoris, le temps qu'elle coupe mon clitoris, j'ai réalisé plus tard que c'était déjà fait. Quand j'ai grandi, j'ai eu trop de complications quand j'ai connu mon premier homme. Et j'ai contracté la première grossesse. C'était des jumeaux. J'ai perdu les jumeaux à 6 mois. Et après, j'ai eu 2 enfants encore qui sont partis. C'était dans la douleur, comme je vous dis. Et après, ça n'a pas marché. Il m'a dit, lui, il ne peut pas... Il ne peut pas garder une femme excisée parce que c'est une malédiction. Depuis 2011, cet épisode n'est qu'un mauvais souvenir pour elle. Cette mère de famille s'est faite restaurer le clitoris grâce à la chirurgie réparatrice. Après la restauration, on ne peut pas s'asseoir. C'est-à-dire on a constamment envie de faire l'amour. C'est comme s'ils ont déclenché quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà, c'est du bonheur. C'est le bonheur total. Un témoignage qu'elle souhaite partager au monde entier à travers la création d'une ONG appelée ABFEV, Association des femmes victimes de l'excision. Son but, promouvoir la restauration du clitoris. Créée en 2011, l'ONG est devenue la maison des femmes victimes de l'excision. Ce samedi après-midi, elle reçoit une quinzaine de femmes âgées de moins de 35 ans, toutes victimes de cette pratique. C'est la foire aux questions. Tout se dit, mais surtout, son tabou. J'ai entendu parler de la restauration, être excisée et puis être restaurée. Ça, je n'arrive pas, je ne sais pas comment ça s'est fait, comment ça va se faire. Bon. Si certaines d'entre elles découvrent la chirurgie réparatrice, ce n'est pas le cas pour cette dame. Elle l'a pratiquée il y a 1 mois et demi et est en phase de cicatrisation. Avant la restauration, vraiment, j'avais honte de mon corps. J'avais très honte, même d'en parler à quelqu'un. Souvent, on est là comme ça, les copines, elles parlent de ça avec... En fait, elles parlent avec plaisir de ça, comment les rapports se passent avec leur mari. Mais j'avais honte. Mais après ma restauration, 1 semaine après, je me sentais femme. Pendant que les échanges se poursuivent dans la salle, une autre survivante, c'est ainsi qu'on les appelle, fait son entrée à l'hôpital militaire d'Abidjan. La démarche rassurante, l'allure fière, Béatrice Touré vient rendre témoignage de sa restauration réussie il y a 1 an. Pour elle, c'est une renaissance. J'ai béni franchement Dieu pour le 11 mars 2020, qui a été vraiment la restauration de ma dignité. Bon, du clitoris d'abord, la restauration de ma dignité, la restauration de ma fierté, la restauration de ma confiance en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une grandeur d'esprit en fait. Quand je marche la tête haute, je suis fière de moi. Et quand je marche, quand je vois les femmes, je dis, mais elle et moi, nous sommes la même chose. Avant, ce n'était pas le cas. Quand je les vois, je dis, mais attends, j'ai honte de moi. On me dit, tu es jolie, je suis jolie, mais je suis handicapée. Aux côtés de ces dames, un psychologue. Son rôle, la prise en charge du traumatisme. Étant excisé, dans la douleur,
Et vous allez accepter de vivre cette douleur-là? Je ne pense pas. Donc il est mieux de faire l'opération qui ne dure que 30 minutes. Mieux vaut souffrir 30 minutes, vivre une bonne vie, que de souffrir toute la vie au fait. Les souffrances sont muettes. Mais si vous n'en parlez pas, on ne pourra pas vous aider. Selon la présidente de l'ONG, ce sont 200 femmes qui ont été opérées depuis 2016. Une goutte d'eau dans la mer. L'excision n'ampute qu'une partie du clitoris. La reconstruction reste le seul moyen pour elles de se sentir femme. Comment se fait cette réparation? La question nous conduit à l'hôpital de la police nationale dans la commune du Plateau. Bonjour, enfant. Ici, Dr Yao Kom, directeur du dit hôpital, ressuscite l'organe érogène de l'appareil génital féminin. Ce matin, il reçoit Edwige. Ça va chez toi? Ça va. Le moral, ça va? Ça va. Tu es prête pour l'intervention? Oui, ça va. Excisée depuis le bas âge, elle veut retrouver l'intégrité de son corps. Après analyse du dossier, Edwige est admise au bloc opératoire pour les premiers soins avant l'intervention. Le clitoris, naturellement, il a une longueur moyenne de 10 cm. Et les exciseuses, ne sachant pas ça, ce n'est qu'un tout petit bout qui est apparent. Et c'est ce tout petit bout-là qui va faire à peu près 1 cm, voire 1 cm et demi, quelquefois même moins. C'est ce tout petit bout-là qu'elles vont couper. Là, ce qui reste dedans, c'est ce que nous sortons et nous positionnons. Quelques minutes après l'anesthésie, l'intervention peut commencer. Dr Yao et son équipe sont à la tâche. 45 minutes plus tard, l'opération est terminée au grand soulagement de l'équipe. Félicitations à tous pour l'intervention. C'est la renaissance pour elle. C'est un franc succès même, parce que là on se rend compte qu'elle avait un bon clitoris, que les femmes avaient coupé une partie, et l'autre partie encore, c'est encore long, c'est encore opérationnel. Pour Edwige, encore en salle d'hospitalisation, c'est un ouf de soulagement. C'est la renaissance. Pour moi, je n'ai que dire merci. Merci à Dr Com. Merci à l'ONG ABFR. Et ça va permettre que je pourrai causer avec mes camarades. Et elles vont parler. Et on ne va plus me frustrer, tout ça. La chirurgie réparatrice, encore moins connue en Côte d'Ivoire, coûte environ 500 000 francs CFA, un prix subventionné par l'État et des ONG. Selon la dernière enquête à indicateurs multiples de 2016, 36,7% de femmes sont mutilées en Côte d'Ivoire et le tiers est constitué de jeunes filles de moins de 14 ans. Les zones à forte prévalence restent le nord-ouest avec 75,2%, le nord 73,7% et 62,1% à l'ouest. Au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le sujet est sur la table. Des politiques de prise en charge des victimes sont en cours de maturation. L'État, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et des différents partenaires, a mis en place 68 plateformes qui constituent une tribune pour l'information et la dénonciation des différentes mutilations génitales féminines dont sont victimes les femmes. Il y a des projets qui sont menés de façon communautaire par l'exemple la CEDEAO qui nous accompagne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, je pense, accroître les moyens qui sont mis à notre disposition par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour nous permettre de vraiment toucher le maximum de personnes. Tous les 6 février est célébrée la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Une occasion pour les victimes et les associations œuvrant dans le domaine de dénoncer cette pratique lourde de conséquences pour la femme. Et sur
reportage couché sur les notes mélodieuses de Chikenja Fakoli qui sensibilise aussi à l'arrêt des mutilations génitales, spécifiquement de l'excision, qui malheureusement encore on retrouve des poches de résistance ça et là, concentrées dans l'univers des us et des coutumes, mais il faut continuer la sensibilisation pour pouvoir démanteler ça et là ce qui pourrait encore résister. Nous sommes tous investis à notre humble niveau de faire le relais de la sensibilisation. Merci infiniment à la rédaction de RTI2 et à Bintou Pekele pour ce reportage. Alors, nous, on va poursuivre encore en vous partageant d'autres informations très utiles pour ce mercredi 24 mars 2021. Et prenons la direction du Togo pour vous donner bien sûr les prénoms du jour. Sinon, nous célébrons toutes les dames voilà, qui se prénomment Catherine. Direction le Togo, donc je l'avais dit à l'instant. Pour les filles, on parle de Kekeli qui veut dire la lumière. Et si vous avez un garçon, tout simplement, vous pouvez l'appeler Edem qui veut dire Dieu m'a libéré. Eh oui, et petit clin d'œil donc à une des grandes dames de la communication en Côte d'Ivoire, MC Kwasi, vous l'entendez, Marie-Catherine Kwasi, bonne fête donc à vous. On a une journée, sinon deux, à partager avec vous. La première journée mondiale pour le droit à la vérité, c'est important. La journée mondiale du droit de la vérité a pour objectif d'honorer la mémoire des victimes de violations flagrantes et systématiques des droits humains et promouvoir l'importance du droit à la vérité et à la justice. Et une autre journée qui nous conduit dans la santé, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Eh bien, cette journée vise à faire connaître au grand public les terribles conséquences sanitaires et bien sociales et économiques de cette maladie et mettre en évidence l'effort de l'État, voilà, des efforts déployés pour prévenir et maîtriser cette maladie qui fait beaucoup de ravages. Le proverbe du jour qu'il faut bien noter et vraiment repenser une autre fois, ne pile pas ton mil avec une banane mûre. Franchement, elle est limpide comme de l'eau de source. Et il faudrait méditer là-dessus tout au long de cette journée. Alors, nous parlons aussi dans nos informations de ce grand homme saxophoniste africain, on va dire mondial même parce qu'il a parcouru le monde entier avec son saxophone. Il est décédé un 24 mars, on se rappelle de l'année 2020, voilà, victime de Covid à Paris, donc auteur de Soul Makossa, sorti en 1972. Il restera à jamais gravé, certes dans nos cœurs, mais dans nos œuvres, car un artiste ne meurt jamais. Eh oui, et à l'instar de Manu Ndjuke Dibango, c'est tous les artistes et toutes les personnes emblématiques qui ont succombé par cette grave maladie qui est la Covid-19, à qui on aimerait, pour qui on aimerait avoir une pensée pieuse et que Dieu les accueille dans son paradis. Alors, dans quelques instants, il sera 7 h. Nous allons passer à une autre phase de cette émission. Pour la suite du programme, bien sûr, ce sont des échanges sur des sujets ici. On parlera coaching d'abord avec la confiance en soi. Et ensuite, nous allons avoir la rubrique famille et toucher un sujet, permettez la répétition, qui nous touche, mais qui touche aussi surtout nos braves dames qui travaillent dans toutes les entreprises, dans toutes les sociétés. Voilà, comment ça se passe lorsqu'on parle de maternité, cette période très importante mais très intéressante aussi, n'est-ce pas, Alix? Tout à fait, c'est merveilleux, je peux vous le dire, mais bon, il ne faut pas trop s'approcher des contractions. Merci d'être avec nous dans ce rendez-vous de l'actualité consacré à l'international. Le président sortant du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a été réélu avec 88,57% des voix pour un mandat de 5 ans, selon les résultats provisoires officiels de la commission électorale annoncés par le ministre de l'Intérieur. Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir, devance largement son principal rival, Guy Brice Parfait Kolela, décédé lundi, 7,84% des voix. La participation officielle s'est établie à 67,55%. Le parti Likoud du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a terminé en première place des élections législatives de mardi, sans garantie toutefois de rallier une majorité de sièges pour former le prochain gouvernement selon des sondages à la sortie des urnes.
D'après ces sondages des chaînes israéliennes, les troupes de Benjamin Netanyahou auraient obtenu entre 31 et 33 sièges sur les 120 du Parlement. Des dizaines de manifestants se sont réunis à Kaduna, dans le nord du Nigeria, bloquant l'une des routes principales de la région pour demander la libération de 39 étudiants kidnappés dans leur pensionnat il y a une dizaine de jours. Les manifestants, des camarades de classe ou des familles de victimes ont dressé une barricade devant un lycée professionnel dans la périphérie de la capitale de l'État, causant de lourdes perturbations de la circulation. Lors de ce nouvel enlèvement, le 11 mars dernier, l'armée était parvenue à secourir dans la foulée près de 180 étudiants, mais 39 autres, 29 femmes et 16 hommes, restent otages des kidnappeurs. En France, mobilisation militante devant le palais de justice d'Amiens en soutien à Gaspard Fontaine, jugé pour vol, pour avoir décroché le portrait d'Emmanuel Macron dans la mairie de la ville le 6 mars 2020. Présent sur place, Jean-Luc Mélenchon qualifie le président comme, tout en Macron, un pharaon égyptien. Flambée du divorce en Chine, le conseil matrimonial a fort à faire. En Chine, 8,6 millions de divorces ont été prononcés en 2020, d'après le ministère des Affaires civiles. C'est un nouveau record et c'est surtout presque 2 fois plus qu'en 2019. La pression familiale, une société ultra concurrentielle, la flambée des prix de l'immobilier ou les problèmes de garde d'enfants sont autant de raisons qui expliquent que les Chinois se détournent du mariage, notamment les jeunes qui privilégient leur liberté personnelle. D'un point de vue positif, le divorce est le reflet d'une société civilisée et d'un réveil des femmes, déclare Su Shenyong, un conseiller matrimonial qui cite les aventures extra-conjugales et les problèmes d'argent comme les principaux motifs de rupture. On termine au Japon. La flamme olympique partira jeudi de Fukushima. Les participants au relais espèrent que cela redonnera le blason de leur région triplement endeuillée en 2011 après un séisme, un tsunami et une catastrophe nucléaire. Si la région symbole de la catastrophe a été officiellement nettoyée, de nombreux problèmes demeurent. Fin de ce point de l'actualité. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Et il le dit avec le sourire. Merci beaucoup à Régis Kofi que nous allons retrouver demain, Inch'Allah. Merci pour toutes ces informations. Allez, avant d'avoir nos invités pour nos échanges, appel WhatsApp. Qu'est-ce qui se passe chez vous ce matin avec le rituel matinal? Bonjour, moi c'est Dominique JBJ. Je vous raconte un peu ce que je fais les matins. Les matins, quand je me lève, je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci pour la nuit et pour la journée qui commence parce que je crois qu'il a de bonnes choses pour moi. Ensuite, le réveil il se fait tout en musique. J'ai ma playlist de chants qui me font du bien. Donc, je les mets, avec eux je danse, avec eux je chante, avec eux je prépare ma journée. Et puis, une fois que j'ai fini de prier, j'ai fini de chanter, de danser, je médite mon verset du jour et je prends la route. Quand je prends la route, je suis toujours aussi en musique jusqu'à ce que j'arrive au bureau. Et puis, voilà, la journée commence. Je rends grâce à Dieu et puis la journée commence. Voilà comment je commence mes matins. Bonne journée à tous et essayez de commencer la journée en musique. Vous allez aimer, je suis sûre. Eh oui, on le dit, hein, la musique adoucit les mœurs, donc c'est sûr qu'elle a un impact favorable sur le début d'une journée. Merci à vous, chères téléspectatrices, de nous avoir fait partager votre matin comme ça. Et on en demande encore davantage pour tous ceux qui aiment ce programme et qui veulent bien participer. Alors, nous, on va passer à une autre phase, c'est celle des échanges avec notre premier invité consultant, le docteur Serge Coucougnon, médecin, coach en développement personnel, auteur de 24 livres. C'est beaucoup d'écriture. Hein. Alors, il est conférencier d'inspiration, membre de l'Association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. Avec lui, on parlera de comment améliorer sa confiance en soi. Jingle Messenger.
Et oui, la confiance en soi, un atout pour progresser dans la vie. Vous aurez bien toutes les informations et tous les rudiments pour vous permettre d'être en harmonie avec vous et surtout avec les autres. Allez, Monsieur Serge Koukounian, bonjour. Bonjour, bonjour Osval, bonjour Alex. Bonjour, docteur. Oui, parce qu'en même temps, vous êtes docteur praticien et coach. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur votre fonction de coach pour parler de la confiance en soi. Déjà, comment on peut définir la confiance en soi ? Alors, en rapport avec la définition de la confiance, il y a 3 choses que j'aimerais dire. Premièrement, la confiance, on peut retrouver dans plusieurs livres de psychologie, mais la définition qui me semble la plus pragmatique, c'est celle de l'état d'être d'une personne qui se sent capable de. Capable de quoi? Capable de prendre des décisions, capable de passer à l'action, capable d'agir, capable de refuser. Et deuxièmement, il est important de faire une distinction entre confiance et estime de soi. Ces 2 termes vont de pair, mais ce n'est pas la même chose. Parce que l'estime de soi va se rapporter à la reconnaissance de notre valeur en tant que personne, et la confiance en soi va se focaliser sur nos capacités. Donc, estime et confiance, ce n'est pas la même chose, même si ça va dans la même direction. Et la 3e chose que j'aimerais dire, c'est que la confiance en soi n'est pas acquise une fois pour toutes. Bien évidemment, elle va varier en fonction des challenges qu'on va rencontrer, en fonction des problèmes qu'on aura en face de soi. C'est pourquoi elle doit se réinventer, se raffermir, se redonner des couleurs jour après jour. On sent que ça sera très intéressant à travers ce que vous êtes en train de nous dire déjà. En quoi est-ce que cette confiance en soi est-elle indispensable pour le progrès? Il y a essentiellement 2 raisons. Parce que la première est que lorsqu'on parle de progrès, ça suppose que préalablement, on a défini la trajectoire, on a défini une destination. On passe d'un point A à un point B. Quelqu'un peut être dans une entreprise et vouloir aller dans une autre entreprise avec plus de cotes. Donc, cette personne-là, lorsqu'elle évaluera son progrès professionnel, elle verra que j'étais à tel endroit et aujourd'hui, je me retrouve à un autre endroit. Mais je ne peux apprécier cela que si préalablement, j'ai défini la destination. Et pour définir la destination, ça demande un certain degré de confiance. Parce que vous verrez des gens qui ont du mal à répondre à cette question si simple mais essentielle qui est « qu'est-ce que tu veux dans la vie ?» ou « qu'est-ce que tu veux réaliser? Où tu vas ?» Et c'est une question qui demande quand même un peu d'assurance parce que devant ça, les gens ont peur de se tromper, ils ont peur de faire des erreurs, donc ils ne prennent pas de décision alors que l'indécision est l'une des plus grandes causes d'échec. La deuxième raison pour laquelle la confiance est indispensable au progrès personnel, c'est que quand bien même on sait où on prend une décision en rapport avec l'endroit où nous voulons aller, la destination, il faut passer à l'action. Et vous verrez des gens qui ont tout un tas de connaissances, qui sont informés de beaucoup de choses, mais qui ne bougent pas. Alors que pour bouger, il faut avoir en soi un minimum de confiance afin d'enclencher le mouvement. Et c'est justement comme le disait quelqu'un, le progrès, sinon le bonheur est dans le progrès. Quelqu'un qui regarde sa vie et voit que ça n'avance pas du tout, il y a un problème d'épanouissement, cette personne va se sentir triste, mal à l'aise, il y a un mal-être qui va s'installer en fait. Donc la confiance doit être indispensable pour ces 2 raisons-là. Définir la destination où on part et puis enclencher le mouvement pour passer à un autre cap. C'est dire que c'est une marche qu'il faut enclencher pour pouvoir atteindre ses buts les uns après les autres. Cela fait appel à la capacité dont vous avez évoqué à l'instant. Et j'ai envie de prendre un exemple pragmatique et palpable. On part à l'école, on acquiert des compétences académiques et des fois même pratiques, mais cela ne suffit pas forcément pour pouvoir se lancer dans le mouvement. Comment arriver à mettre en adéquation tout ça? Alors, c'est un bel exemple dans la mesure où vous verrez 2 personnes qui sortent d'un même institut de formation et ces 2 personnes qui, lancées sur le marché de l'emploi, auront du mal, ou l'une aura du mal à s'exprimer, l'une aura du mal à déployer son potentiel, quand bien même elles ont reçu le même niveau de formation, les mêmes informations, les mêmes enseignants, et puis l'autre sera plus à l'aise. Ça montre que la confiance n'est pas une chose qu'on apprend à l'école. Ce n'est pas quelque chose qu'on va juste lire dans un livre et puis dire oui, j'ai confiance en soi, mais il y a des mécanismes internes qu'on doit pouvoir mettre en place afin de pouvoir manifester le niveau de confiance qu'on a ou qu'on voudrait exprimer aux yeux de tout le monde. Alors, il y a des personnes, comme on l'a dit, qui n'arrivent pas à décoller. Il y a ce manque de confiance en soi. Est-ce que déjà on peut aller vers les causes de ce manque de confiance-là avant même de faire ressortir ce que nous avons à l'intérieur et avoir cette confiance en nous-mêmes? Oui, effectivement. Le manque de confiance, il y a des causes. Je voudrais illustrer cela par
une banque émotionnelle qu'on a tous à la naissance. Et cette banque-là, à l'intérieur, on a un compte que j'appelle le compte confiance. Ce compte confiance est crédité premièrement de manière génétique parce qu'on reçoit un dépôt de nos parents. Donc certaines personnes naissent avec des prédispositions. Et par la suite, les gens qu'on aime contribuent à créditer ou à débiter ce compte-là. Ils créditent ce compte par l'appréciation, par les encouragements, par les félicitations, ou alors ils le débitent par les critiques, les comparaisons. Vous verrez des parents qui passent le temps à comparer leurs enfants aux enfants des autres, pensant que ça va booster l'estime de l'enfant, mais au contraire, quand l'enfant voit qu'il n'arrive pas à faire mieux que ce que l'autre fait, et puis on lui dit sans cesse, mais toi, regarde ton âge, tu es vieux, et puis depuis là, tu ne passes pas cette classe-là, regarde l'enfant de l'autre, il est moins âgé que toi, regarde ce qu'il fait. Bon, ça contribue à casser l'estime de l'enfant. Et dans la vie adulte, il y a des challenges, il y a des situations qu'on rencontre. Vous verrez par exemple quelqu'un qui n'a jamais connu d'échec dans son cursus scolaire, qui, lorsqu'il décide de se lancer dans la vie professionnelle, passe de stage en stage et sans avoir un emploi concluant naturellement, alors que dans le parcours scolaire, il a été parmi les meilleurs, ça casse sa confiance. Du coup, cette personne-là se retrouve avec un faible niveau de confiance. Donc, en gros, il y a le dépôt qu'on reçoit de manière génétique de par nos parents, mais ce n'est pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est les interactions que nous avons eues et comment est-ce que nous avons réagi à ces interactions-là. C'est tout cela qui contribue, bien évidemment, à casser, sinon à laisser infiltrer dans le mode de fonctionnement des individus un manque de confiance. D'accord, et on va disséquer tous ces agrégats extérieurs qui concourent à nous propulser ou, à contrario, à nous rabaisser dans notre confiance en nous et dans notre estime de soi par ricochet. Alors, vous avez parlé du cocon familial qui sert de base, mais qui n'est pas forcément la grande partie du fromage. Comment les autres éléments interviennent pour influencer dans un sens ou dans un autre la confiance en soi? Alors, j'ai parlé tantôt d'interaction. C'est vrai, il y a le cocon familial, mais vous verrez que quand la société ivoirienne en particulier se spécialise dans la moquerie. Le malparlage. Voilà, le malparlage. Et ça contribue, ça participe à briser l'estime et même la confiance des uns et des autres. Quelqu'un décide de se lancer dans un projet, quand bien même il n'a pas toutes les compétences au départ, et parce qu'on ne naît pas avec les compétences, on les acquiert. Mais d'autres personnes, voyant cela, voyant les ratés de cette personne-là, vont commencer à se moquer. On dit, on l'attache. Mais cet attachement-là peut être mal vécu par la personne qui s'y est lancée et finalement avoir un niveau de confiance qui est brisé. Cela va avoir une implication à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le rapport que cette personne va avoir à elle-même. Ça peut être un rapport de dépréciation, ça peut être un rapport de doute même sur ses capacités, au point où vous verrez des gens qui ont du mal à accepter les compliments qu'on leur fait. J'ai rencontré il y a quelques années une dame qui est très belle, mais quand les autres lui disaient « Ah, vraiment, tu es belle, regarde tes cheveux, regarde... » Elle s'est dit « Mais attends, je ne vois même pas ce qu'ils sont en train de dire. Je ne sais pas de quoi ils sont en train de parler. » Parce que justement, avec le temps, avec tout ce qu'elle a reçu comme brimade ou comme compliment ou comme paroles négatives, elle a fini par s'approprier ces paroles négatives-là au lieu d'assumer ce qu'elle recevait comme compliment. Le deuxième niveau d'impact, c'est le rapport avec les autres. Donc, le rapport avec les autres va être influencé justement lorsque notre niveau de confiance sera affecté, parce que dans ce rapport-là, on aura tendance à estimer que les autres sont mieux que nous. Ce qu'on a à dire n'a pas d'importance. Du coup, dans les réunions, devant le public, on n'osera pas prendre la parole parce que nous-mêmes, on se dévalorise. On estime que les gens qui ont peut-être plus de diplômes que nous sont les mieux placés pour s'exprimer. Les gens qui ont plus d'argent que nous sont préférables à nous. Donc, on s'écrase devant les autres. Et le troisième niveau d'impact, c'est le rapport aux choses à faire. Et justement, à ce niveau-là, on verra que les gens qui ont une insuffisance de confiance auront du mal à s'engager ou à mener de bout en bout un projet. Donc, ils auront plusieurs projets inachevés. Ils vont entrer dans la procrastination et dans l'hésitation quant aux décisions à prendre. On va surtout rester sur ce que vous êtes en train de dire pour qu'on puisse mieux comprendre. Je sais qu'il y a des gens à la maison qui ont peut-être ce manque de confiance, mais qui ne savent pas que c'est ça en réalité. On va toujours rester sur ces exemples-là. Est-ce qu'on peut avoir d'autres signes, d'autres manifestations comme ça, les plus simples même? Alors déjà, l'une des manifestations les plus flagrantes, c'est la difficulté à avancer. Oui.
la difficulté à avancer dans la vie parce que quelqu'un peut remarquer sa vie et puis voir qu'il y a une absence de progrès. Ça, c'est un signe patent. On regarde tout ce qu'on a eu à faire par le passé. On regarde là où on voulait se hisser dans la société, les projets qu'on avait. Et quand on fait le point de sa vie, malgré tout ce qu'on sait, il n'y a pas d'avancement. On sait qu'on n'est pas en train de progresser. C'est un élément qui doit nous amener à réfléchir parce que on peut avoir toutes les stratégies. S'il n'y a pas de passage à l'action, il n'y a pas de résultat. C'est dans l'action qu'on obtient du résultat. Alors que quand les quelques actions qu'on a menées se sont soldées par un échec, on n'a plus envie de passer à l'action. Donc, celui qui remarque une stagnation quelque part dans la vie de quelqu'un pourrait se dire il est fort probable que cette personne-là manque de confiance. Il y a l'indécision. Vous verrez des gens, chaque fois qu'il y a des choses à faire ou chaque fois qu'il y a des responsabilités à assumer, ils préfèrent se défiler. Trouver des excuses, trouver des arguments pour ne pas assumer les tâches parce que justement, au fond, ils n'ont pas suffisamment confiance en leur capacité à assurer et à assumer les responsabilités qui pourraient leur être confiées. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'on peut regarder pour estimer que cette personne a besoin de travailler sur son niveau de confiance. Et justement, on en vient par rapport à l'état des lieux qui est fait. Quand on sait qu'il y a une stagnation, quand on sait qu'on n'avance pas, on n'arrive pas à franchir le premier pas, comment finalement trouver les rudiments pour pouvoir s'affirmer? Alors, ce qui me paraît important dans un premier temps, c'est de reconnaître qu'on a des challenges. Je me souviens d'une dame qui travaille dans une multinationale et qui, même pendant les périodes de pause pour s'asseoir avec les managers, c'était tout un problème. Elle préférait même éviter la table des managers. Comme si en allant là-bas, on allait lui poser une question. Mais c'était ça, elle vivait dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que déjà depuis l'enfance, les parents étant issus de familles modestes, elle avait été dans une école où les enfants des autres étaient plutôt des ministres et autres. Elle avait tendance à se rabaisser. Elle est rentrée dans une relation amoureuse qui l'a brisée. Et puis, donc, elle a grandi avec ça. Elle est rentrée dans le milieu professionnel avec ça. Comme on le dit, l'enfant est le père de l'homme. Donc, l'enfant qu'on a été finit par devenir un adulte avec ses blessures, avec tout ce qui n'a pas marché. Donc, arrivé à un moment de sa vie, elle a été obligée de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sans cette première étape de reconnaissance-là, on ne peut pas s'engager dans un processus de transformation. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que ce qu'on ne reconnaît pas, on ne le corrige pas. Il faut donc reconnaître qu'il y a quelque chose à faire, il y a un problème. La deuxième étape s'avère être l'assumation, sinon la responsabilité par rapport au changement souhaité. Il faut assumer la responsabilité du changement auquel on aspire. Il y en a qui se disent « Ah oui, j'ai besoin de travailler sur mon niveau de confiance, mais je veux que ce soit quelqu'un qui travaille pour moi. » Ou je veux que ce soit quelqu'un qui fasse les efforts à ma place. Du coup, il y a comme un transfert de compétences. Non, la responsabilité du changement souhaité revient sur les épaules de celui qui estime qu'il a besoin de travailler. Quand on n'assume pas cette entière responsabilité-là, on reste longtemps à lire des livres, on reste longtemps à suivre des vidéos, comme si les vidéos pouvaient transformer quelqu'un. C'est l'action qu'on entreprend qui va finir par avoir de l'impact. Et le troisième élément va être l'identification de notre stratégie d'auto-sabotage. Parce que toute personne qui ne passe pas l'action, qui a un manque de confiance, a une propre stratégie qu'elle met en place. Ça commence par ce que je me dis. Vous verrez toujours les gens qui n'ont pas suffisamment confiance en eux. Quand vous leur demandez « mais pourquoi tu n'as pas fait ça alors que tu sais que tu dois faire ?» La phrase qui va sortir, c'est « je me dis que ». Et ce « je me dis que » là, c'est une stratégie que cette personne a et qu'elle a mise en place depuis longtemps. Je pensais que... Alors, je pensais Cette dualité de communication là, doit être disciplinée finalement. Mais en fait, il faut en prendre conscience. D'abord, il faut en prendre conscience pour savoir que voici ce que je me dis et quand je me dis ça, voici comment je me sens. Et c'est à cause de ça que je n'arrive plus à passer à l'action, je n'arrive plus à me lancer, je n'arrive pas à lancer ce projet-là ou à m'investir dans telle ou telle chose. Donc quand on prend conscience de ça, maintenant la quatrième étape vient où il faut s'engager de manière quotidienne et totale à bâtir une nouvelle image intérieure. J'appelle cela la conception visuelle intérieure. Puis cette conception visuelle intérieure va reposer sur les affirmations, la visualisation et les actions. Parce que sans action, bon, tout cela c'est bien beau, mais si on n'agit pas concrètement, on ne fait pas reculer les limites de la peur. Alors, on va sortir un peu de la théorie, on va aller dans la pratique, comme vous parlez d'action, bien sûr. Dans la pratique, on a assumé, on a pris conscience de cet état de fait. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? Je prends l'exemple d'une personne qui avait des challenges pour présenter ses produits online. Après un séminaire que nous avons organisé sur la confiance en soi, elle participe au séminaire. Et puis, à la fin, il s'agit donc de se donner des challenges. Et l'un des challenges qu'elle avait, c'était de faire un direct
sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle s'est demandé qu'est-ce que les gens vont dire, comment les gens vont me voir, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, tout ça. Et puis, elle décide de faire abstraction de toutes ces pensées limitantes et décide de programmer son premier direct. Elle fait le direct, elle sent le malaise, c'est inconfortable au départ, mais elle décide de rester. Elle continue, elle fait une vente record qu'elle n'a jamais eu à faire parce qu'elle vendait des vêtements en ligne. Et depuis, ça devient maintenant un plaisir pour elle. Mais vous voyez, le malaise, il ne disparaît pas naturellement parce qu'on a pris la décision, mais dans le feu de l'action, on finit par dépasser ce malaise-là. Il y a un autre exercice qu'on a l'habitude de faire souvent dans nos séminaires, c'est qu'on invite les gens à aller rechercher des noms, N-O-N, d'aller rechercher des rejets. On peut dire, par exemple, dans cette journée, va contacter 3 personnes et puis demande-leur quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de leur demander juste pour avoir des noms enregistrés. Et ce que les gens remarquent, c'est que quand ils vont dans cette optique de rechercher des noms, ils obtiennent beaucoup plus de oui. Et ils se disent que, bon, au fond, qu'est-ce que je crains? Donc, en fait, c'est par l'action concrète qu'on parvient à surmonter les peurs qu'on a, qu'on parvient à élargir notre zone de confort. En tout cas, c'est un mécanisme et un processus qui demande beaucoup de temps et de patience surtout. Parce que des fois, on est dans l'autocritique aussi, on se dévalorise soi-même. Comment arriver, pour reprendre ma question, à se discipliner progressivement? Vous avez utilisé le bon terme, progressivement. Il faut être patient avec soi-même parce qu'on a pris du temps à bâtir cette personne qu'on est, cette personne qui a une insuffisance de confiance. Donc, il faut se dire que ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain et puis apprécier les petits progrès qu'on fait. Si on avait pour habitude de tout le temps se dénigrer, s'auto-dénigrer, donc toi-même se déprécier, et qu'on remarque que déjà, je suis conscient du fait que je suis en train de me dire des choses qui ne sont pas bien. Je suis en train de me rabaisser. C'est déjà un premier pas. Deuxièmement, lorsque on a conscience de ça, on peut mettre stop au processus. Il y a des petites astuces. Par exemple, lorsqu'une personne a commencé à se dire là, tu vas te rater, tu vas te ramasser, elle peut se dire tout simplement stop. Le fait de se dire stop, ça met une halte à tout ce discours qu'elle a l'habitude d'entretenir et qui fonctionne en mode automatique la plupart du temps. Donc, en se disant stop, elle prend conscience que je suis en train d'aller dans une direction qui n'est pas conforme à ce que je veux. Et là, elle peut réorienter les choses. Merci beaucoup à M. Serge Coucougnon. Voilà, prendre conscience, assumer et puis surtout remise en cause perpétuelle. Voilà, même si cet exercice s'avère chez vous difficile, mais il faut le faire, c'est important pour avoir cette confiance en soi. Merci beaucoup. Oui, avant de terminer, j'ai quelques exemplaires de mon dernier livre que j'aimerais déjà offrir à la rédactrice en chef et puis à Angeval et à Alix. Merci beaucoup. Voilà. Je me permets de prendre, voilà, pour l'équipe. Merci. Alix. Je vous en prie, je vous en prie. La bienfaite de cette émission. On s'est partagé, hein. on va finir de le lire et puis partager aussi aux autres membres qui vont pouvoir s'imprégner de l'intérieur. Merci infiniment, docteur. Nous, maintenant, on va vous demander de rester très attentif comme vous l'avez fait depuis le début et de suivre le parcours très inspirant de cette femme qui influence véritablement son ère. Wereweli King dans Influent. C'était Wereweli King. Comment ne pas s'attarder sur cette grande dame, oui, qui arrive en Côte d'Ivoire en 1978, artiste pluridimensionnelle, romancière aussi, avec un premier roman sorti en 81 appelé Orphée d'Afrique. Bien sûr, il faudrait penser et bien se pencher aussi sur tout ce qu'elle a pu nous donner comme citation, comme proverbe pour nous permettre d'avancer. Dans quelques secondes seulement, on parle famille. Et oui, poursuivons notre marche matinale avec ce sujet qui est ça rime à la famille avec le docteur Joe Frédéric Zabi, psychothérapeute et coach de couple, il faut le préciser, la maternité et environnement de travail. On sait que c'est un processus de vie qui demande beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et sous différents cieux, ce process-là, cette démarche est appréciée et différemment pour de multiples raisons. On va essayer d'aborder une démarche comparative pour voir les avantages et les inconvénients et pourquoi pas faire des suggestions. Bonjour docteur. Bonjour Alix. Bonjour. Bonjour Anzal. Bienvenue. Merci infiniment. Alors, maternité, environnement de travail, répétition peut-être pédagogique pour certains. On va quand même dire c'est quoi la maternité? Le fait d'avoir un enfant, tout simplement. Oui. Simplement.
fait d'avoir un enfant, mais pour une femme qui est au travail, c'est quelque chose de particulier. Pourquoi particulier? Parce que l'environnement de travail a ses exigences et qui ne coïncident pas forcément avec le port d'un enfant. Donc, ça peut poser des problèmes. C'est pour ça qu'il est important qu'on se penche sur la question pour voir un peu comment faciliter la chose aux femmes et surtout aux familles. Parce que tout ce qui touche à la femme, en général, ça touche à la famille. Et justement, dans cette intention-là, on va peut-être commencer par faire un décryptage de l'état des lieux d'aujourd'hui avec les différents secteurs d'activité et les grossesses des femmes. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, on a une bonne législation, hein, relativement. On a une législation, en l'occurrence, il faut parler de la loi 2015-532 du 20 juillet 2015 qui porte organisation du milieu du travail, en tout cas. Et dans cette loi-là, on a tout ce qui est relatif à la maternité dans l'environnement de travail. Donc, la loi existe, c'est très bien. Souvent, là où il y a le péché, c'est les mesures d'accompagnement, c'est comment les choses doivent se faire concrètement dans les actes, en fait. Donc, c'est là que se trouve le petit problème. Et je pense que la réflexion mérite d'être menée à ces niveaux-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, on a une très belle loi sur le port de la grossesse, on a un congé de maternité, mais il se trouve que ce congé de maternité-là n'aide pas suffisamment la femme et la famille. Et pourquoi et comment? La loi qui est incluse enfin, la disposition légale qui est incluse dans la loi 2015-532 du 20 juillet 2015, elle dispose que une femme, par exemple, qui est dans le milieu du travail, elle a droit à, par exemple, 14 semaines de congé de maternité. Donc, elle peut prendre 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines après l'accouchement. 8 semaines après l'accouchement, ça correspond à peu près à 2 mois. Et 6 semaines avant, c'est à peu près 1 mois et demi. 2 mois seulement après l'accouchement, premièrement, physiquement, la femme, elle n'a pas totalement récupéré. Deuxièmement, elle n'a pas établi de bons liens de rapprochement avec son enfant. Parce qu'il y a tout un aspect physiologique, un aspect psychologique et puis l'aspect social aussi. On fait un enfant, c'est vrai, on est mère au travail, on doit apporter la subsistance, mais en même temps, on doit assumer sa fonction de mère. Et assumer cette fonction de mère-là nécessite qu'on ait du temps avec l'enfant. Et 2 mois seulement, la dame, elle doit reprendre le travail, ce qui est largement insuffisant. D'un point de vue psychologique, d'un point de vue social, d'un point de vue biologique, même comme j'étais en train de le signifier. Et ça fait que souvent, on a tendance à tricher un peu avec la loi. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les faits? Dans les faits, c'est que pour avoir un peu plus de temps avec les enfants, il y a des femmes, par exemple, qui font des deals avec leur médecin pour que le départ pour le congé de maternité soit retardé le maximum possible. Donc souvent, elles restent au travail le plus tard possible pour qu'elles puissent rattraper ce temps-là après l'accouchement. Mais le fait est que rester tard au travail, je veux dire, rester tard pendant qu'on est en grossesse au travail comme ça, c'est dangereux à la fois pour la mère et pour le bébé. Ça, c'est le premier problème se trouve déjà avant même l'accouchement. Et après l'accouchement, comme je l'ai dit au départ, la femme, par exemple, elle n'a pas encore récupéré physiquement. Elle n'a pas encore totalement récupéré. Vous savez, par exemple, il y a une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est normalement sécrétée pour faciliter l'ouverture du col de l'utérus pendant l'accouchement, mais c'est en même temps une hormone qu'on appelle l'hormone de l'attachement. Cette hormone-là, elle passe dans le lait maternel. Et c'est ce qui fait que le bébé peut établir très facilement un lien d'attachement avec sa mère. Bien, ça veut dire que non seulement l'allaitement a un aspect purement alimentaire et physique, médicinal également, parce que le lait maternel contient beaucoup d'éléments nutritifs pour le bébé, ça c'est vrai, mais en même temps, il y a cette hormone qui passe dans le lait maternel qui va permettre à l'enfant d'établir un bon lien d'attachement avec la mère. Et la mère qui est la porte d'entrée de la société, c'est rompu déjà à partir de 2 mois. Et quand la mère reprend le travail à 2 mois, l'enfant il est laissé entre les mains de qui? En général, entre les mains de mineurs, de petites nounous qui n'ont ni la qualification requise qu'il faut, ni même la volonté d'être mère, parce qu'elles n'ont pas choisi, elles sont venues là pour un salaire, pas pour être mère. Donc, il y a tout ça, tout cet environnement qui fait que le bébé n'est pas en sécurité. Et de plus en plus, on assiste à quoi? À des vols d'enfants. Parce que le secteur n'étant pas organisé, les petites filles, elles viennent là, elles sont mal payées, parce qu'elles sont largement payées en dessous du SMIC, ce qui fait que quand elles ont des opportunités, elles saisissent là. Quand il y a des bonimenteurs qui viennent leur dire, bon, donne-moi un enfant, je vais te faire riche, ou bien ceci, cela, elles s'engouffrent dans la porte et puis
on assiste à des pertes d'enfants. Donc, plus la mère resterait avec son enfant, mieux ça vaudrait à la fois pour elle, pour la famille, pour la société entière. Alors, c'est vrai que nous sommes dans notre développement, mais vous nous poussez un peu là à vous demander des solutions pour ce que vous êtes en train de dire, car c'est un aspect très important. Qu'est-ce qu'on devrait faire alors? Pour moi, l'idéal serait que, par exemple, on allonge le congé de maternité. On l'allonge complètement, jusqu'à même 1 an. Moi, je proposerais 1 an. 1 an de congé de maternité, pour que la mère ait vraiment le temps, non seulement premièrement de récupérer, mais d'établir ce lien-là affectif avec l'enfant. Il ne s'agit pas seulement d'un lien affectif. Il s'agit de mettre en place les rudiments, la base de l'éducation. Parce que quand vous êtes en train de construire un bâtiment, qu'il y a des erreurs dans la fondation, ça rattrape tout le bâtiment après. Donc, quand la fondation de l'éducation d'un enfant est ratée, déjà là, il y a problème après. Quand on aura affaire à des adultes qui ne sont pas suffisamment bien dans leur peau et dans leur tête et avec les autres, etc. Donc, il faut vraiment donner le temps aux gens de le faire. Et quand je le dis, ce n'est pas juste un rêve. Ça existe ailleurs. Ça existe en Europe. Vous avez des pays... le Canada, par exemple. Le Canada, vous avez la Suède, vous avez la Norvège. Vous avez beaucoup de pays où il y a cette disposition qui existe déjà. Donc, le demander, ce n'est pas trop demander. C'est juste se conformer à ce qui doit être. En principe, donner le temps aux gens de faire les choses comme il se doit. Parce que quand on ne le fait pas, on assiste à tous les travers auxquels on assiste actuellement. Et là, ça coûte beaucoup plus cher que si on donnait la possibilité aux gens de se reposer. Et on adopterait des mesures d'accompagnement, par exemple, en emmenant le ministère du Travail ou de la modernisation de l'administration, c'est un exemple que je prends, à mettre des dispositions en place, par exemple, pour un système d'intérim, pour ne pas que les entreprises ressentent cela. L'absence de la femme, par exemple, pendant 1 an, c'est beaucoup. Donc, elle va être absente. Il faut bien que le poste qu'elle occupe, par exemple, soit occupé. On peut instaurer le système d'intérim pour permettre aux jeunes générations qui sont diplômées, qui n'ont pas encore de travail, de se faire leur expérience de travail. Ça, c'est une opportunité pour la jeunesse. C'est également une opportunité pour la femme. On me dit où on prend le salaire, comment on va payer tout ça. J'ai dit, mais c'est quelle la dame touche. On peut prélever un petit pourcentage pour donner ça. Par exemple, l'État peut faire aussi un effort financier, de sorte que celui qui est intérimaire, il puisse avoir aussi quelque chose à manger. Donc, c'est vrai, hein, toute chose égale par ailleurs, c'est sûr que les choses s'imbriquent et ont une corrélation. On a parlé d'avoir une démarche comparative. Peut-être que si on étaye d'exemples comme vous êtes en train de le faire sur d'autres cieux, avec les avantages que l'on pourrait obtenir, cela emmènerait le législateur à vraiment modifier et migrer vers ces méthodes qu'on trouve ailleurs et qui marchent véritablement. Parce que nous, on est resté finalement statique à quelque chose. Absolument. Vous avez pris le cas du Canada. Là-bas, les gens, ils ont la possibilité, les dames ont la possibilité de rester en congé de maternité pendant 1 an. Pendant 1 an. 1 an entier. Et pendant cette année-là, elle n'a pas la totalité de sa solde, c'est vrai, mais cette solde-là est handicapée d'une partie qui est reversée justement à celui qui est intérimaire. C'est un exemple. Donc ça, ce sont des choses que nous, on a sous les yeux. Je vous ai cité le cas de la Norvège, je vous ai cité le cas du Danemark, je vous ai cité même de la Belgique, de beaucoup de pays, de presque tous les pays en Europe. Cette disposition-là, elle existe déjà. Donc, on peut copier. On copie ce qui est bien, mais nous, malheureusement, en général, c'est ce qui n'est pas très, très bien qu'on a la tendance à copier. Vous voyez, il y a beaucoup de torts qu'on fait aux dames, et ni les hommes, ni les femmes, ni même les familles, ni même nos autorités ne s'en rendent compte. Regardez une femme qui prend une grossesse dans un milieu, qui travaille dans un milieu hospitalier. Elle est astreinte aux mêmes dispositions légales que toutes les autres femmes, alors que le milieu dans lequel elle travaille est un milieu hautement pathogène. Travailler dans un hôpital, déjà, même pour un homme qui est sain, c'est déjà très risqué parce qu'on peut attraper des germes pathogènes dans le milieu hospitalier. À plus forte raison, une dame qui est enceinte, qui est déjà fragilisée. Dans un pays comme la Belgique, dès que la femme elle constate sa grossesse, dès que c'est constaté par un médecin, automatiquement elle arrête de travailler. Et c'est pendant 1 an. Elle a 80% de sa solde pendant cette année-là. Toutes les femmes qui travaillent dans le milieu hospitalier. Ça a des bases logiques, ça a des bases qui tiennent à la santé de la population. Parce qu'il n'y a pas que la femme qui est concernée dans ces processus-là. Quand la femme, elle attrape un germe pathogène à l'hôpital, ben, c'est son mari qui est exposé, c'est le reste de la famille qui est exposé. Et par effet boule de neige, le mari qui travaille aussi dans un milieu, les enfants qui fréquentent des écoles, etc., ça peut se propager. C'est des choses qu'on minimise,
Mais malheureusement, ça a des incidences terribles sur la société. Mais on ne se rend pas compte parce qu'on n'a pas, en général, on n'a pas souvent des lectures transversales sur les phénomènes, voir un peu les implications de ce qu'on vit avec ce qui devrait exister ou ce qui existe en fait. Ça fait tout le problème. Alors, c'est vrai que vous évoquez tous ces aspects-là. Quoi qu'il y a dans nos entreprises, très souvent, ces dames qui sont dans cette période, mais qui continuent de venir au travail, qui continuent de vaquer aux différentes occupations. Vous avez aussi évoqué l'incidence. Quelles sont les incidences, par exemple, psychologiques, physiques, sur le fait de continuer d'aller au travail, même si les patrons ne veulent pas, on n'a pas envie de rester à la maison, on a envie d'aller au travail et tout. Quelles sont les incidences physique et psychologique? Il y a beaucoup de femmes qui viennent en consultation, par exemple, parce qu'elles commencent à développer des dépressions liées au fait qu'elles doivent reprendre le travail juste après 2 mois, alors qu'elle a un être qui est fragile, oui, qu'elle a sous la main. Elle commence à faire déjà une dépression à partir de là. Le fait de savoir que je vais laisser mon enfant dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas s'y prendre, comment ça va se passer après moi, etc. Donc déjà le problème commence là. Deuxièmement, quand elle va être au travail, son cœur à la maison. Elle n'est pas concentrée à 100% sur le travail. Bon, il y a des gens qui font des efforts malgré eux. Mais quand on regarde les dispositions légales, c'est vrai que la loi en Côte d'Ivoire, toujours la disposition de la loi 2015-532, là, que j'ai citée tout à l'heure, les dispositions légales accordent également un repos d'allaitement, par exemple, à la femme. Mais c'est un repos d'allaitement d'1 heure dans une journée de 8 heures de travail. 1 heure. Qu'elle peut séquencer, ou alors elle peut accumuler et puis prendre ça d'un trait. Mais 1 heure d'allaitement. Alors qu'il n'y a aucune entreprise pratiquement qui a une salle d'allaitement. Je ne parlerai même pas des garderies. Je suis déjà même à un niveau de salle d'allaitement. Aucune entreprise n'a une salle d'allaitement. Ça ne nécessite même pas un équipement spécial, juste un bureau où on permet aux femmes qui ont accouché, par exemple, de venir allaiter leur bébé. C'est possible de le faire dans une entreprise pour que la maman, elle soit rassurée et qu'elle puisse donner à téter à son enfant, même pendant la journée. Pourquoi j'ai dit cela? Contrairement aux pays développés où en 15 minutes de métro, on est d'un point à un autre, aujourd'hui, si vous habitez à Niamey, que vous travaillez à Vridi, même l'heure d'allaitement qu'on vous donne, c'est comme si on ne vous a rien donné du tout, parce que vous perdez tout le temps dans les embouteillages. Et quand vous rentrez à la maison, c'est comme si toute la journée, pratiquement, vous n'avez rien fait, vous n'avez eu aucun contact avec votre bébé. Alors que lui, il est dans une période où il a besoin de vous. Alors, c'est tout le système qu'il faut repenser, parce que là, tantôt, vous donnez un exemple très significatif, de pouvoir même relier la maison, le travail, ou faire venir le bébé au travail. C'est une perte de temps dans le trafic qui ferait qu'on ne pourrait pas véritablement assumer et assurer cette heure d'allaitement-là. En amont, il y a l'encadrement même de la grossesse, parce qu'il faut le dire aussi, hein, être enceinte, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, c'est clair, mais ça nous diminue dans peut-être nos aptitudes, parce que véritablement, c'est un processus unique, authentique et singulier. Alors, en amont, dans l'encadrement, qu'est-ce qui pourrait être fait au sein des entreprises, même pour pouvoir alléger les choses aux femmes? Déjà, il faut que les dirigeants d'entreprise, ils sachent que, bon, je sais qu'ils le savent, hein, mais bon... Là, il faut pratiquer maintenant. Hein. Voilà, en général, là, on privilégie les intérêts pécuniaires et financiers par rapport à toutes les autres considérations. Il faut que les gens aillent à l'idée claire que la grossesse, c'est vrai, ce n'est pas une maladie comme vous l'avez signifié, mais c'est un grand moment de fragilisation de la personne. Il y a tout un jeu d'hormones qui se déroule dans le corps de la femme. Et ce jeu d'hormones-là, c'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui portent très bien leur grossesse, mais il y en a beaucoup aussi qui ne portent pas du tout bien la grossesse. Et donc, dès qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est en grossesse dans le milieu du travail, c'est d'être premièrement compréhensif pour lui alléger la tâche. Imaginez par exemple qu'une femme policier doit assurer une garde avec une grossesse. Déjà, le fait de se tenir debout pendant des heures, ça agit sur sa colonne vertébrale, ça agit sur la grossesse directement. Donc, sa santé physique est menacée. C'est toutes les femmes, par exemple, qui sont dans les métiers d'armes, gendarmerie, armée, etc. Elles sont tributaires de ce genre de risque-là, par exemple. Il faut que, en fonction de la pénibilité de la tâche et des réalités professionnelles du milieu, il faut qu'il y ait un encadrement particulier qui soit mis en place. Et il faut qu'il y ait un psychologue
de mon point de vue, dans chaque entreprise, dans les grandes entreprises. Une entreprise qui emploie 50 personnes, logiquement, elle devrait avoir un pool social comportant des travailleurs sociaux et un psychologue, normalement. De sorte que tous les aspects psychologiques liés à la grossesse puissent être pris en charge et jugulés avant même la grossesse. Et quand on a l'assurance que, bon, il y a un psychologue dans mon entreprise qui peut m'écouter, à qui je peux parler, toutes les affaires qui peuvent intervenir après l'accouchement peuvent être apportées au travail ici et prises en charge justement au niveau du travail. Merci en tout cas pour toutes ces solutions que vous êtes en train de donner. Mais face à ce système, face à la situation qui est déjà bien établie et tout, à l'heure où nous vous parlons, il y a des femmes qui vivent ce genre de situation. Ça doit être quoi le comportement, l'attitude même de la concernée? Déjà, de savoir que ceux qui sont en face d'elle ne savent même pas ce qu'elle vit. Donc, quand on sait ça déjà, on a une attitude qui accompagne. On sait que un homme, par exemple, qui est en face de moi, c'est pas évident que lui, il comprenne que j'ai des bouffées de chaleur, que je veuille me déshabiller, que je veuille boire du bissap à 1h du matin. J'ai des humeurs. J'ai des humeurs labiles. Je peux rigoler là et sans transition passer à une crise de pleurs. Il peut ne pas comprendre. Déjà, il faut que toutes les femmes le sachent. Que ceux avec qui elles travaillent ne sont pas des femmes forcément. Et ils ne peuvent pas comprendre ça. Donc, quand on sait ça, on s'attend plus ou moins à certaines réactions. Et psychologiquement, on est préparé à les accueillir. Donc, on est préparé et on accueille ça un peu mieux. Deuxièmement, il faut qu'elles aient cette habitude-là de se faire consulter. Consultation psychologique, par exemple. Consultation des travailleurs sociaux, par exemple. Et ne pas porter tous les problèmes seuls. Parce que pendant la grossesse, il y a beaucoup de phénomènes que les femmes vivent, des phénomènes d'incompréhension liés au fait qu'on a souvent le sentiment que le mari ne me comprend pas, les gens ne me comprennent pas, je suis seule, etc. Donc, on vit un stress, on vit, si tu veux, des crises de dépression qui font que souvent, on n'est pas bien dans notre peau et puis ça se rapporte également au travail. Donc, le fait de se faire accompagner, quel qu'en soit le coût, on devait faire des visites médicales, c'est vrai, les visites médicales, mais on ne devrait pas s'arrêter qu'aux visites médicales. On devrait poursuivre ça à des visites psychologiques également. Et on va y revenir quant aux suggestions et autres amendements que l'on pourrait faire pour vraiment alléger ce processus de vie. Alors, on a essayé de questionner quelques femmes qui nous partagent ici leur expérience professionnelle pendant leur maternité. Moi, ma petite sœur, par exemple, elle travaillait dans une structure où elle n'était pas déclarée par la CNPS. Et ce qui a fait qu'elle a travaillé jusqu'à son 9e mois. Elle a accouché même un dimanche. C'est là qu'elle a arrêté le travail. Et après, 2 semaines après, l'enfant ne voulait pas prendre le lait. Donc, elle était obligée de l'allaiter. Ce qui fait qu'elle a été remplacée par une autre personne. Et jusqu'à présent, elle, à la maison, elle ne travaille pas. En tout cas, moi, dans mon travail, quand il prend grossesse, on paye mon congé de maternité. On me donne 3 mois de congé, on paye. Je connais une personne qui a été victime de ça. Elle a été déclarée à la CNPS, elle était enceinte et puis, après l'accouchement, elle devait bénéficier de ses droits, mais elle n'a pas eu gain de cause. Donc elle a dû renoncer à ça. Je suis nourrice, mon bébé a 4 mois maintenant. Et franchement, je peux dire que je suis employée dans une structure, un EPN, une structure publique. Et moi, je n'ai pas eu bénéficié de congé de maternité. J'ai accouché en novembre passé et je suis allée en congé de maternité. Je suis allée même à la veille de mon accouchement. J'ai dû quitter le travail parce que j'étais déjà en travail. J'ai quitté le travail le vendredi et lundi qui a suivi, j'ai accouché. Ne pouvant plus aller au travail, je suis restée à la maison et j'ai fait mes 3 mois. Mais on ne m'a pas donné de papier écrit pour signifier mon congé de maternité. Jusqu'à ce que je revienne en février. Et en février, quand je suis revenue, j'ai travaillé
mon contrat finissait en décembre. En février, on m'a libérée, elle m'a fait entendre que je n'aurais plus de contrat avec la structure. Mon mois de janvier n'a pas été payé, mon mois de février non plus. Donc c'est supposé que je n'ai pas eu de congé de maternité. Donc je suis là, on m'a laissé un moment et puis après ils m'ont rappelé. Voilà, et oui, ce sont des interventions comme ça de femmes qui racontent leur expérience professionnelle pendant leur maternité. Votre avis sur ce que nous venons d'entendre, avant qu'on ajoute ce point très important, Alix, concernant bien, les allocations. Allons-y d'abord. J'ai entendu les dames et je vois qu'il y a beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus de la part des employeurs. Parce que la législation ivoirienne protège les femmes qui sont en grossesse. La loi 2015-532 du 20 juillet 2015 protège les femmes. Aucune femme ne devrait être renvoyée de son emploi parce qu'elle est tombée en grossesse. Ce n'est pas normal. Par exemple, les congés de maternité sont payés. Si on ne paye pas quelqu'un, c'est des abus. Et les dames qui sont victimes de ça, elles ont des voies de recours. Des voies de recours. Elles peuvent aller au tribunal du travail, porter plainte tranquillement contre l'employeur. C'est possible. Et puis, elles peuvent avoir gain de cause. Donc, il ne faut pas qu'elles s'autocensurent pour dire non, c'est une grosse boîte, ça ne va pas aboutir. C'est justement parce qu'on ne fait pas ces choses-là, ces démarches-là, que les gens continuent d'abuser de nos droits. Donc, il faut qu'elles comprennent clairement qu'aucune dame ne devrait être abusée à cause de son état de grossesse. S'il n'y a pas de grossesse, comment est-ce que l'humanité va continuer de se pérenniser? Comment on va le faire? Il n'y a pas de possibilité. C'est très important. Hein. Vous avez parlé même des rentes qui devraient revenir naturellement aux femmes lors de leur maternité. Mais ces dysfonctionnements-là font lieu à des abus, vous avez évoqué aussi. On revient au cas de la grossesse, même et du processus au milieu professionnel, avec tout ce qu'on a comme stigmatisation. Vous avez parlé notamment des hommes qui ne pourraient pas comprendre parce que, bon, Dieu ayant fait les choses telles qu'elles sont, ils ne portent pas de grossesse. Mais il y a d'autres femmes aussi qui s'adonnent à foison à stigmatiser leurs condisciples. Souvent, j'entends, et puis je suis d'accord avec, l'homme est le pire ennemi de l'homme. Et très souvent, ce sont les femmes elles-mêmes qui sont les premières ennemies de leurs camarades femmes. Très souvent, on les entend dans les entreprises dire ben toi, tu es enceinte encore. Encore, tu es une pondeuse, etc. Et tout ça, ça fragilise l'état psychologique de la personne. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est quelque chose de normal, la grossesse. C'est quelque chose de normal, la maternité. Il faut bien que des gens soient enceintes pour qu'on continue de vivre. Sinon, les gens meurent chaque jour. Et il faut bien renouveler cette population mondiale qui part, sinon le monde s'arrête. Voilà. Et comme vous étiez en train de parler également des allocations, j'ai envie de rebondir là-dessus. 30 secondes. Oui, c'est que vous voyez, par exemple, il y a des injustices qui sont faites au niveau des caisses de prévoyance sociale. Les femmes cotisent, leurs maris cotisent, mais les allocations sont versées à une seule personne. C'est vrai, on ne peut pas verser ça aux deux personnes, mais pourtant les cotisations sont faites par les deux personnes. On pourrait prendre des dispositions pour donner l'allocation à celui seulement qui cotise, si le mariage est prouvé. Mais dans les entreprises privées, monsieur cotise, madame cotise, et c'est celui qui a la puissance paternelle. Bon, depuis qu'il y a la loi sur l'égalité des sexes, des genres, pardon, depuis qu'il y a cette loi-là, c'est vrai, on n'exige plus le document de la puissance paternelle. Mais en même temps qu'on ne l'exige pas, on ne permet pas également à la femme, par exemple, de bénéficier de cette allocation familiale-là au prétexte que c'est déjà versé à son mari. Merci. Mais dans ces cas-là, qu'on arrête de la prélever. Oui. Tout à fait. En tout cas, il y a une réorganisation à faire. Il faut repenser même le processus de la maternité pour pouvoir créer une société tout simplement épanouie parce que c'est de là que commence la formation des individus. Merci infiniment, docteur, pour votre passage aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, on a terminé cette émission pour aujourd'hui. On espère que vous avez pris plaisir à être avec nous. Nous, c'est toujours un plaisir renouvelé d'être en votre compagnie. On se retrouve demain, Alix? Tout à fait. On se revoit demain jeudi et puis on parlera de santé.